Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Bienvenue et merci d'être venus pour assister au procès de Napoléon qui se tient ce soir. Nous avons l'honneur de recevoir, je me dois de commencer par ça, des personnes formidables qui sont juste ici. Fondateur du cabinet Maisonneuve, avocat dans l'affaire Urba, dans l'affaire du sang contaminé, dans l'affaire du Mediator, mesdames et messieurs, maître Patrick Maisonneuve. Ancien secrétaire de la conférence, ancien membre du Conseil de l'Ordre, avocat dans les affaires de la mairie de Paris ou Clearstream, mesdames et messieurs, maître Jean-Marc Fédida. Ancienne secrétaire de la conférence, ancienne membre du Conseil de l'Ordre, actuelle membre du Conseil national des barreaux, avocate lors des procès de V13 ou encore des attentats de Nice, mesdames et messieurs, maître Solange Doumic. Et enfin, je ne peux pas oublier Son Altesse Royale, le Prince Joachim Murat, pour qui je lui demande bien évidemment un tonnerre d'applaudissements. Mesdames, Messieurs, illustres jurés d'un soir, ça me fait très plaisir d'être parmi vous, parce que je suis moi-même ancien élève de cette magnifique institution qui est la Sorbonne, que le monde entier nous envie, pourvu qu'elle continue à nous l'envier d'ailleurs. Alors permettez-moi avant toute chose de saluer évidemment la singularité et l'audace de cette entreprise, puisque c'est une témérité toute française d'imaginer 2 siècles après d'instruire le procès fictif de Napoléon Ier. Inviter un Murat à faire l'introduction de ce procès de l'empereur en haute trahison, cela relève d'un sens très aigu de l'ironie. Un procès qui va avoir lieu comme s'il était tenu en novembre 1815 devant cette chambre des pairs, théâtre des fidélités incertaines et des renoncements glorieux. Napoléon, qui fut arraché aux siens par les Britanniques sans autre forme de procès, trouve ici ce soir en 2025 une cour enfin prête à lui accorder audience, non pour juger un homme évidemment, mais pour peser une légende. Je m'exprime devant vous, bien sûr, comme ancien de la Sorbonne, comme témoin de cette mémoire vivante, mais en tant que descendant, évidemment, direct de Joachim Murat, roi de Naples, maréchal d'Empire, et évidemment beau-frère de l'empereur, puisque mari de Caroline Bonaparte. Alors Murat, cavalier flamboyant, aux tenues pour le moins chamarrées, dont l'épopée s'acheva malheureusement sous les balles d'un peloton d'exécution en 1815, avait senti dès 1814 le vent tourner. Et là, d'un empereur sourd aux appels répétés à conclure une paix raisonnable, Murat avait choisi de négocier avec l'Autriche pour conserver son trône. D'aucuns crièrent à la trahison. Donc je parle en expert. La trahison, comme l'a dit Talleyrand, c'est une question de date. Murat, accusé d'avoir trahi l'empereur en janvier 1814, l'a pourtant aidé secrètement à préparer son évasion de l'île d'Elbe et son débarquement au Golfe Juan. Napoléon lui-même n'avait-il pas, en 1814, juré une abdication définitive avant de la renier dans le fracas de son retour? En vérité, la fidélité, en ces temps troublés, était un art délicat et parfois une forme subtile de trahison différée. Juger Napoléon, mes chers amis, vous le savez, est devenu depuis un sport national. Il y a ceux qui l'encensent, il y a ceux qui le condamnent. Napoléon, depuis 200 ans, depuis 210 ans maintenant d'ailleurs, sert d'argument à toutes nos querelles internes. Ce soir, vous lui offrez enfin ce qu'il n'a jamais eu, un procès équitable où sa gloire pourra être décapitée ou couronnée, selon la seule rigueur de votre verbe, car ici, point de guillotine, l'éloquence suffit à trancher. Vous serez d'ailleurs jugé par cela. Alors on est en 1815, Waterloo a brisé l'aigle impérial, la monarchie s'est réinstallée, plus résolue que jamais, Louis XVIII a repris le trône, et la France goûte aux délices amers de la terreur blanche, ce moment où les vaincus sont purgés avec le zèle des convertis. C'est dans cette atmosphère pesante de revanche que Napoléon aurait pu être traduit devant la Chambre des Pairs, assemblée hybride où l'ancien régime côtoyait les résidus de l'Empire, ces notables, tour à tour dévots et opportunistes, toujours prompts à prêter serment au plus fort, au tempora, au mores, mais de toutes les façons, ça a toujours été comme ça. Imaginez l'empereur contraint de comparaître devant ses anciens serviteurs, devenus juges par le décret d'un roi. Et Talleyrand, maître d'un art consommé du retournement, ce diable boiteux qui trahit si souvent, mais toujours avec élégance, qui sera ce soir témoin à l'accusation. Murat, à l'époque, disait de Talleyrand, si
Si pendant que cet homme vous parle, il reçoit un coup de pied au derrière, son visage n'en trahira rien. Talleyrand. Chateaubriand, orfèvre des mots, sera également là. Tous deux ce soir incarnés par vos soins célébrons pour accuser l'empereur. Et surtout pour avoir troublé la paix, pour ses guerres, pour son orgueil, mais évidemment pour ce retour considéré comme illégitime, mais à chacun de peser, qui, durant les 100 jours, renversa lors d'établis crimes de haute trahison. Alors, là, je parle devant une assemblée de juristes. Il se trouve qu'en France, aujourd'hui, la haute trahison n'existe plus. Depuis qu'un président, dont le goût appuyé pour les Ray-Ban, les Rolex et plus récemment les bracelets électroniques, a décidé de supprimer de notre Constitution cette notion trop précise. Était-ce sagesse ou prudence ? Car enfin, si l'on devait encore juger nos gouvernants pour trahison, combien d'entre eux resteraient indemnes ? Aujourd'hui, Napoléon aurait trouvé dans ce vide juridique un refuge providentiel. La France de 2007, avec un pragmatisme tout moderne, a effacé le crime dont la France de 1815 voulait l'accabler. Ce soir, Napoléon sera défendu par Roustan, son fidèle mamelouk, enfin fidèle jusqu'à ce que Napoléon parte à l'île d'Elbe, et par la comtesse Walewska, tendre réminiscence d'une passion polonaise. À eux deux, ils incarnent une défense inattendue, l'épée et le parfum, la loyauté et l'amour, du haut peu académique évidemment, mais éminemment romanesque. Si ce procès avait eu lieu, il aurait sans doute été expéditif. La justice de 1815 avait la mémoire courte et le glaive fulgurant. Mais ce soir, c'est vous, brillants esprits, qui détenez la plume. Vous écrirez avec panache et discernement une fable sur la vanité du pouvoir. Napoléon est-il héros ou tyran, visionnaire ou fossoyeur de la Révolution ? Victime des siens ou l'artisan de sa propre chute, il sera pesé non à la balance des rois, mais à celle des morts, des mots. Chers étudiants, chers orateurs, l'histoire vous regarde, attentive et indulgente. Relevez ce défi avec la finesse que l'on prête aux meilleurs, avec cet art tout français de dire la vérité sans jamais renoncer à la saveur de la formule. Le procès s'ouvre, la justice sera faite, que toujours la verve l'emporte sur la violence et vive les orateurs. Les formalités achevées, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, laissez-moi vous plonger dans notre petite histoire. Nous sommes en 1815. Napoléon, l'Empire, est vaincu. Les monarchies voisines sont enfin arrivées à leur fin. Seuls les rois doivent gouverner l'Europe. Mais ne nous méprenons pas, la situation actuelle n'a rien d'un retour à l'avant-révolution. Non, car cette fois-ci, si nous avons un roi, nous gagnons aussi une dette considérable qui pèse sur nos têtes. La dette de guerre lourdement financée, la dette que le perdant doit au gagnant. L'histoire avait pourtant si bien commencé. Un jeune général brillant fait résonner son nom au travers de ses victoires militaires. Le siège de Toulon, la campagne d'Italie ou d'Égypte, les Français l'acclament. Et voilà qu'il décide de saisir sa chance. Avec le soutien de l'armée, il ravit le pouvoir au Directoire en ce fameux jour du 18 Brumaire. D'abord premier consul, puis consul à vie, puis empereur, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et pourtant, en 1812, tout bascule. Une première défaite en Russie annonce les suivantes. La bataille de Paris en 1814 d'abord, c'est elle qui entraînera le premier exil de Napoléon. Il tentera de revenir, ne tiendra que 100 jours. La bataille de Waterloo matera définitivement les ambitions de Napoléon. Ce soir, vous, chère assemblée, chers amis, vous êtes chargés de décider du sort de celui qui vient d'achever son règne. Ce soir, vous êtes les membres émérites de la Chambre des Pairs, assemblée parlementaire, convoquée spécialement pour l'occasion. Ce soir, vous allez remplir la mission que le roi Louis XVIII vous a confiée en personne. Et je sais qu'il a toute confiance en vous pour accomplir cette tâche.
Je le sais, car voyez-vous, ce soir, je serai votre présidente. Je vous amènerai les faits, les témoins, les plaideurs, tout ce dont vous aurez besoin pour formuler votre vote en votre âme et conscience. Alors n'ayez crainte. Laissez-vous porter et surtout, pour cette fois, laissez-vous berner par de beaux mots. L'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine. Napoléon a voulu danser avec les étoiles, il lui faut maintenant affronter le jugement de Dieu. Nous sommes en 1815, mais bien cher père, l'audience est ouverte. Nous allons maintenant appeler les témoins. Vous amènerez ensuite l'accusé. Premier témoin appelé à part. Monsieur François René de Chateaubriand. Deuxième témoin, Marie Valeska. Charles Maurice de Talleyrand. Roustman Raza. Lucia Sanchez. Nous allons faire rentrer l'accusé. Qu'on amène Bonaparte. Nom, prénom, âge, profession. Napoléon Bonaparte, ancien empereur des Français, né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. Je vais maintenant faire la lecture de l'acte d'accusation. Napoléon Bonaparte. Madame la Présidente, pardonnez-moi, Madame le Chancelier de France. Vous ne pouvez évidemment pas juger Napoléon puisqu'il bénéficie d'une immunité impériale et donc vous ne pouvez pas tenir cette audience valablement. Monsieur le procureur, avez-vous quelque chose à répondre? Madame le Chancelier de France, l'immunité invoquée par l'avocat est une immunité impériale. Or, la monarchie ne reconnaît pas l'Empire. Il devra donc être jugé en application de lois légitimes. La monarchie ne reconnaît pas l'Empire, l'immunité ne tient pas, Napoléon sera jugé. Bien, je reprends. Napoléon Bonaparte, ancien empereur de France, vous êtes accusé par le procureur du roi d'avoir, à Paris et Saint-Cloud, en tout cas sur le territoire national, le 9 novembre 1799, soit depuis le temps non prescrit, commis un crime de haute trahison en instaurant par coup d'État un consulat qui deviendra empire. D'avoir, à Valoris, en tout cas sur le territoire national, du 1er au 20 mars 1815, commis à nouveau un crime de haute trahison par coup d'État en chassant Sa Majesté Louis XVIII du trône, où la première restauration l'avait conduit. D'avoir, notamment depuis 1812, soit depuis le temps non prescrit, atteint volontairement à la sûreté de l'État en menant des guerres contre les puissances souveraines et échoué à protéger la France en rendant les armes durant la campagne de Russie, puis à Laon, Arcis-sur-Aube, Fère-Champenoise, Waterloo. Et enfin d'avoir à Paris et sur le territoire national commis un crime de haute trahison en portant atteinte aux libertés publiques et à l'ordre naturel du royaume, notamment en supprimant la liberté de la presse, réduite à quelques feuilles soumises à l'approbation de la police impériale, en imposant une surveillance généralisée des correspondances et des publications, en dissolvant les corps intermédiaires, en gouvernant au mépris des lois fondamentales du royaume et en substituant à la délibération des élites la volonté d'un seul, concentrant entre ses mains les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Messieurs les témoins, messieurs, mesdames les témoins, je vais vous demander de vous lever.
Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Je jure. Asseyez-vous. Je vais maintenant laisser la parole au premier témoin de l'accusation, Monsieur François-René de Chateaubriand. Mesdames, Messieurs les pairs, il est des chapitres de l'histoire qui s'écrivent avec le sang. Et lorsque l'histoire nous met au défi de la regarder dans le blanc des yeux, il en va de notre honneur d'homme que de lui rendre justice. Alors, ce soir, je n'ai pas l'intention de parler depuis les tombes, car c'est précisément depuis ces ruines que l'histoire se met à accoucher. Voici que sur les cendres de la Révolution, le terreau fertile à l'hubris des hommes et à quelques-uns de nos héros, un étranger se présenta. Il avait la Corse pour berceau, cette école primaire de toutes les révolutions. Mesdames, Messieurs, je le maintiens devant vous, cet étranger avait tout pour être grand. Pour lui, nous avons renié nos pères, renversé les tombeaux, livré notre patrie à l'amnésie de nos anciens. Mais laissez-moi d'abord vous faire une confidence. Je vois Jésus partout. Je vois Jésus partout et je sais combien le ciel éclaire le cœur des hommes. Observez d'abord que la Providence a déjà parlé pour lui. La fièvre, l'hubris, la folie. Alors, non, mes chers amis, le Seigneur n'a pas toléré qu'un homme s'empare du nom de nos héros sans emporter les vertus. Il a vu, comme bientôt vous le verrez peut-être, que l'étranger n'a eu ni cœur ni loyauté. Qui oublie déjà le meurtre du duc d'Enghien, arraché à sa terre, condamné en pleine nuit, exécuté dans un fossé comme on abat les chiens? Qui a oublié la torture et l'assassinat du très respecté Pichegru? Qui oublie la guerre d'Espagne? Qui oublie la captivité du pape où l'étranger, dit-on, osa frapper le Saint-Père de ses propres mains? Voulez-vous vraiment, ce soir, mesdames, messieurs les pères, prendre votre part à la table de ces massacres? Lorsqu'à la tombée de la nuit, vous serez amenés à délibérer, gardez à l'esprit qu'il est des vérités encore cachées dans la profondeur du temps. Sans quoi l'histoire lui attribuera chacune de ses victoires et nous chargera de l'ensemble de ses crimes. Pour nourrir la légende d'un siècle, fallait-il mépriser la vie des hommes? Fallait-il bâillonner la liberté? Fallait-il sacrifier la jeunesse au point d'en faire de la chair à canon? J'ai vu des pères apporter le cadavre de leurs fils. J'ai vu des mères torturées pour livrer ce qu'elles avaient de plus précieux. Voilà, mesdames et messieurs, voilà le funeste prix du sang. Alors, oui, je vous le concède, un seul procès ne suffira jamais à ressusciter les dizaines de milliers de fils moissonnés chaque année à la faveur de celui dont l'arrogance n'égalait que son plaisir. Car la voilà la vérité, mesdames et messieurs, la voilà la vérité. L'étranger a sur les mains plus de sang que le sang versé par 3 siècles de guerre civile. La vérité, c'est que sous le masque de César et d'Alexandre se cache celui pour qui la probité n'est qu'un savant calcul, pour qui l'homme blessé est un fardeau,
et dire que pourtant nous étions prévenus. Nous étions prévenus, nous connaissions son credo, cette maxime qu'il récitait comme un Notre Père. La politique, disait-il, c'est l'art de jouer aux hommes. Mais je dis que mieux vaut vaincre avec peu d'hommes que de triompher parmi les cadavres. Dieu merci, l'orgueil d'un étranger a jeté sur nos plaies le manteau de Saint-Louis, mais il reste à moitié déchiré de nos propres mains. Alors, que faut-il faire à présent? Que faut-il faire pour entendre ce cri qui, à lui seul, parviendra à nous sauver? Je réponds que vous le condamnerez. Vous le condamnerez d'abord parce que c'est à présent l'humain qui t'accuse, Bonaparte. Vous le condamnerez ensuite au nom de la liberté, parce qu'au motif d'avoir voulu la dissoudre, il finira son règne parmi les tombeaux. Vous le condamnerez enfin, non pas pour vous venger, mais parce que vous suivrez non pas la rumeur, pas même votre colère, mais simplement votre conviction la plus intime, dans le tissu même de la mission qui vous incombe. Je vous remercie. Merci, Monsieur de Chateaubriand. J'appelle maintenant Marie Walewska, premier témoin pour la défense. Madame la chancelière de France, chère Chambre des Pairs, bien sûr, je ne suis qu'une femme. Je ne suis qu'une maîtresse. Mais je connais cet homme mieux que quiconque. Je connais cet homme de l'intérieur. Et vous qui allez le juger, écoutez d'abord qui il est. Entendez ses passions intimes. Je vous aime, non comme un empereur, mais comme un homme qui a trouvé dans vos yeux le reflet de son âme. Voilà qui est Napoléon. Les foudres de notre amour se sont abattues sur nous à Varsovie, en 1807. Encore toute jeune comtesse, je n'avais que 20 printemps. Et à l'époque, tous en Pologne, nous attendions Napoléon. Nous l'attendions pour qu'il redonne une existence à notre Pologne chérie. Et moi, Maria Walewska, la polonaise, j'attendais Napoléon. Nous l'attendions pour qu'il redonne une existence à notre Pologne déchirée, à notre Pologne chérie qui avait été abîmée par la guerre. Et s'il fallait réécrire l'histoire, je sais que je retournerais par un 1er janvier glacial, courir vers lui dans la neige. J'étais la Pologne, il était la France, et j'allais retrouver ce héros qui incarnait la rédemption d'un pays en déshérence, et que, à nouveau, je traverserais la foule, me conduirais jusqu'à sa voiture et lui murmurais « Bienvenue, 1000 fois bienvenue sur notre terre ». Napoléon, paraît-il, me remarqua dès cet instant, et déjà mon visage accompagnait ses pensées les plus tendres. Il mit tout en œuvre pour me retrouver, il remua ciel et terre dans l'espoir de me revoir. Et de mon côté aussi, je dois l'avouer, je rêvais de cet empereur français, de ce monde inaccessible, de ces horizons que je n'entreverrais jamais. Alors, lorsque le 17 janvier, j'ai été invitée au bal de Talleyrand, j'ai été submergée par l'attente ardente de ce rendez-vous. Parce que si la passion peut rendre certains amoureux courageux et vaillants, la mienne me tétanisait. Je me souviens encore de la robe blanche que je portais ce soir-là. Elle était faite de soie et pourtant elle me paraissait si lourde. Et j'avais légèrement relevé mes cheveux dans un chignon qui dévoilait mes épaules et ma nuque. J'avais pincé mes joues
pour avoir meilleure mine. J'étais timide, troublée, naïve. Je découvrais que le regard d'un homme pouvait réveiller un orage de désir et bouleverser mes sens. Et alors, vous m'avez invitée à danser. Et de cet instant hors du temps, je ne me souviens que de votre main sur ma taille, de votre souffle sur mon cou et de vos yeux sur mon collier. Le lendemain, vous m'écriviez « Je n'ai vu que vous, je n'ai admiré que vous, je ne veux que nous. Nous nous sommes aimés, Madame la Chancelière, chère Chambre des Pairs, nous nous sommes aimés. » Et lorsqu'Alexandre est né, Napoléon m'envoya de la dentelle et 20 000 francs pour me soutenir. L'attention était douce. Je ne veux pas être ingrate. Je reconnais la générosité du geste, mon tendre, mais je dois dire que j'en attendais légèrement plus. Le minimum aurait quand même été que vous m'offriez un bijou. Je ne demandais pas un diamant, un rubis m'aurait suffi, ou alors un petit pied-à-terre, pas loin de chez vous, pas grand-chose, 3 fois rien qu'un bon appart. Mais quoi que j'en dise, il a toujours été présent pour Alexandre et moi, en tout point. Jusque dans la plus douce des intimités, il a été le plus attentif des hommes. Et je peux vous jurer que tout ce que vous pourrez retenir contre lui n'en fera jamais un traître. Parce que pour accuser un homme d'un crime, encore faut-il qu'il en soit coupable. Où est la trahison? Où est la trahison? Vous connaissez votre droit. Pour accuser un homme d'un crime, encore faut-il en avoir l'intention. Vous ne pouvez vous permettre d'écorcher son nom et de souiller la renommée de la France seulement parce qu'il n'est pas allé au bout de vos attentes. Ce rêve que vous estimez trahi, ce rêve que vous estimez déçu, c'est Napoléon qui l'a insufflé à la France. C'est lui qui l'a rêvé pour vous et c'est devenu votre rêve aussi. Et tout ce que vous direz ne le ternira pas. Retenez Waterloo si ça vous chante. Traitez-le de tous les noms. Mais lorsque vous rendrez votre jugement, prenez un temps et souvenez-vous. Souvenez-vous qu'il l'a sauvée, la France. Souvenez-vous de son génie militaire, de ses stratégies redoutables, de son code civil. Souvenez-vous de ses réformes révolutionnaires. Entre vos mains, vous tenez le destin d'un héros, mais aussi le destin d'une France qui se voulait héroïque. Jugez. Jugez-les, mais tout ce que tu avais, Napoléon, tu le lui as donné. Mais si vous avez déjà oublié cela, si l'avocat ne sait pas vous convaincre, si vous avez déjà oublié la façon dont vous l'avez loué avant de le jeter à la fosse au lion, je vous en supplie, chère Chambre des Pairs, n'arrachez pas à l'humble Maria Walewska que je suis, cet homme qu'elle a tant aimé. Écoutez. Écoutez-moi, je vous confie tout ce qui s'est dit dans le secret de notre lit des faits. Et ce secret tient en un mot. La France. J'aurais tout donné pour qu'il brûle comme pour moi, comme il brûle encore pour elle. Mais comment aurais-je pu rivaliser? Moi qui ne suis qu'une femme. J'ai honte de l'avouer, mais j'ai été jalouse. De la France. Car c'était elle qui animait son âme. Il avait un empire. Je n'avais pas d'emprise. Lorsque mon cœur tremblait, lui entendait celui de ses soldats qui marchaient à la mort. Mon corps tendu vers lui, lui ne pensait qu'à la France. Et lorsque je brûlais d'amour, lui voyait brûler Moscou. Voilà, Madame la Chancelière. Voilà, chère Chambre des Pairs. Voilà qui est Napoléon. Merci, Madame Walewska. Nous allons maintenant accueillir le deuxième témoin de l'accusation, Monsieur Charles Maurice de Talleyrand. S'il vous plaît. Madame la Chancelière de France, Mesdames, Messieurs les Pairs, qu'il me soit permis, en cet auguste sanctuaire de la justice, de témoigner, non point en tant que courtisan déchu, mais en tant que serviteur de l'État, de témoin des désastres, en patriote meurtri.
J'ai vu naître Bonaparte. Je l'ai vu croître, s'emparer du glaive de la République, puis ceindre la couronne impériale. J'ai vu sa main se poser sur l'Europe comme l'aigle se pose sur la colombe. Lorsque je revins d'Amérique, où j'avais fui les fureurs révolutionnaires, c'est dans les salons du Directoire que je vis pour la première fois ce jeune général au regard d'acier. Je l'observais, je l'écoutais, je le servis. Comme tant d'autres à cette époque, j'y vis un homme d'avenir. Il n'était alors qu'ambition et non frénésie. Il parlait d'ordre, pas de domination. J'étais là quand la paix de Lunéville fut signée, quand Amiens fut arraché à l'Angleterre, quand l'Europe semblait respirer. J'étais là et j'espérais encore. Mais peu à peu, l'espoir fit place à l'effroi. Je l'ai vu, Madame le chancelier de France, Mesdames et Messieurs les pairs, je l'ai vu devenir un autre. Le conquérant étouffa le législateur, le tribun céda au César. J'en appelais à la modération, à la prudence. Lui ne rêvait que de provinces annexées. Alors en 1806, il me fit certes prince de Bénévent, moi le fils de l'Église et de l'Ancien Régime, il me couvrit d'honneurs et de richesses, il pensait pouvoir faire taire ma conscience. Mais l'or n'étouffe pas la vérité, alors j'ai pris mes distances. C'est à Erfurt que le rideau tomba pour de bon. Je l'ai vu ce jour-là, gonflé d'orgueil, parler au tsar comme on parle à un vassal. Je l'ai vu, les yeux pleins de feu, rêver non d'un ordre européen, mais d'un empire universel. Et j'ai alors compris qu'il n'aimait ni la France, ni la civilisation, ni la liberté. Il n'aimait que lui-même. Ce jour-là, je cessai à servir pour commencer à combattre. Il fallait défendre la Révolution ? Soit. Mais fallait-il pour cela ensanglanter l'Europe entière ? Fallait-il la campagne d'Italie, ses trophées aux odeurs de pillage ? Fallait-il Austerlitz, où l'on sacrifia la paix d'un continent à l'ambition d'un seul ? Fallait-il l'Espagne, martyrisée, brûlée, sacrifiée ? Fallait-il la Russie ? Madame le chancelier de France, Mesdames et Messieurs les pairs, fallait-il la Russie ? Ce suicide militaire, cette retraite infernale où nos enfants, nos pères, nos frères gisaient gelés dans les plaines de Smolensk, tandis que lui, dans un traîneau, fuyait vers Paris. À chaque victoire, il promettait la paix. À chaque paix, il préparait une nouvelle guerre. Et lorsque le monde s'est levé contre lui, car le monde entier s'est levé contre lui, il a osé s'écrier que c'était la France qu'on attaquait. Non, Bonaparte. Non, Bonaparte, ce n'est pas la France qu'on attaquait, c'est vous, et vous seul. Car la France, ce n'est pas un seul homme. La France ne se résume pas à un sabre et à un uniforme. La France, c'est le droit, c'est la modération, c'est la lumière. La France, c'est Descartes, c'est Henri IV, c'est Montesquieu. Alors à Vienne, ce fut encore moi, le boiteux, le rescapé des révolutions qui rendit à la France une voix dans le concert des nations. J'y cassai l'alliance anti-française, j'y rendis notre honneur sans livrer notre liberté. Mais quand, après tant de sang versé, il fut enfin chassé, relégué sur l'île d'Elbe, lui, l'incorrigible séditieux, revint, faisant fuir le roi légitime, fracturant l'unité naissante du royaume, il revint non pour gouverner, mais pour consumer. Et vint Waterloo. Waterloo, ce nom terrible, retentissant comme un glas funèbre dans le cœur de l'empereur déchu, dans l'âme de la nation épuisée. Là,
enfin, le tonnerre se tut. Alors, dans ce silence, que la France, enfin libérée de ce pesant cauchemar, puisse, dans la sagesse du trône restauré, retrouver la paix, la modération, la grandeur véritable. Car ce procès, je le crois, n'est pas que celui d'un homme, c'est celui d'un système, celui d'un vertige, celui d'un mal. Le culte du glaive, l'ivresse absolue du pouvoir, l'abdication de la raison devant l'ambition. Que vous reste-t-il, Bonaparte? Que vous reste-t-il? Des listes de morts, des rois humiliés, des traités violés, une patrie exsangue et des mères inconsolables. Voilà l'héritage que vous laissez à ce siècle. Voilà votre testament d'airain et de feu. Madame le chancelier de France, mesdames et messieurs les pairs, en condamnant cet homme, vous ne condamnez pas la vaillance, vous la sauvez. En condamnant cet homme, vous ne condamnez pas un chef de guerre, vous condamnez un fossoyeur de peuple, un incendiaire de nation, un despote qui, tel Néron, mit le feu à Rome et s'étonna qu'on lui reprochât la fumée. En le condamnant, vous dites à la postérité que la France, si elle fut un jour séduite, ne s'est jamais laissé corrompre. Et qu'enfin elle a su se relever, non par la force, mais par le droit. Alors seulement, l'histoire sera vengée. Je vous remercie. Merci. Je vais maintenant laisser la parole au deuxième témoin de la défense, Monsieur Roustam Raza. Vous avez la parole. Voulez-vous, Madame la Chancelière, que je décline mon identité complète? Avec joie. Nom, prénom, âge, qualité. Je suis Roustam Raza, j'ai 25 ans, j'ai été le mamelouk personnel de Napoléon Bonaparte, empereur des Français, et je suis chevalier de la Légion d'honneur. Mesdames, Messieurs, chère Chambre des Pairs, je dois tout d'abord vous témoigner de mon immense humilité, mais aussi de ma réticence à l'idée de m'exprimer aujourd'hui devant vous. Mon humilité, tout d'abord, car moi, aujourd'hui, je ne demande rien, si ce n'est que l'on rappelle avec exactitude la personne que fut l'empereur et les faveurs inespérées dont j'ai bénéficié par sa grâce. Sur ma réticence à témoigner, j'y reviendrai. Mesdames, Messieurs, je ne suis pas né sous les drapeaux tricolores de la Révolution. Je suis simplement un homme qui a vu de près ce que d'autres n'ont pu qu'imaginer. Je ne suis en réalité qu'un esclave qui a été vendu 8 fois à des maîtres différents à l'âge de 13 ans. Mais j'ai été l'une des seules personnes de l'Empire à avoir côtoyé l'empereur dans toutes ses batailles, mais aussi dans toute son intimité. L'histoire, après ce procès, dressera sûrement 1000 facettes de Napoléon Bonaparte. Conquérant, législateur, vaincu, bientôt exilé. Mais moi, je vais vous parler de l'homme, celui que j'ai vu rire, réfléchir, douter, commander et souffrir, celui qui m'a offert une vie après l'esclavage, une dignité après l'humiliation, une place dans l'histoire après l'oubli. Je n'ai que 15 ans lorsque je rencontre le général Bonaparte durant son expédition d'Égypte. Je n'étais qu'un jeune cavalier d'élite quand on me présenta à lui en 1798. On m'offrit à lui comme cadeau, il me fit entrer dans sa garde, mais jamais il ne me traita comme un serviteur ou comme un vulgaire laquais. J'étais, pour la première fois de ma vie d'esclave, un homme. J'ai encore ce souvenir d'inquiétude sur la frégate du retour vers la France. Certains me disaient, peut-être par humour ou par jalousie, qu'on allait me décapiter. Alors, j'en ai parlé à Bonaparte. Il me pinça l'oreille et il me disait ceci: ces personnes-là sont des bêtes, et un destin singulier allait attendre. Et quel destin singulier ai-je eu, mesdames, messieurs? Austerlitz, Iéna, Eylau, Wagram, les grandes batailles, le soufre, le sang, la sueur, oui. Mais aussi les longues marches, les matins gelés, les bivouacs dans la boue, les nuits sans fin, j'étais là, toujours là. Je l'habillais, je scellais son cheval.
Je veillais sur lui pendant qu'il essayait de dormir, car cet homme ne dort jamais réellement. Et, mesdames, messieurs, pas un pas n'a été fait sans moi. J'étais son ombre, son bras, son silence. J'étais son mamelouk. Napoléon avait l'art de susciter l'admiration et la loyauté immédiate de ses soldats. Il les appelait par leur nom, par leur grade. Et c'est au moment de la bataille d'Eylau que j'ai compris. Durant cette bataille, un bataillon était encerclé par des Prusses, mais ce bataillon était sauvable par la retraite. Napoléon a alors envoyé un messager pour ordonner la retraite. Le chef de bataillon déclina. Il prôna le spectre, le cassa en deux, offra l'aigle au messager en disant ceci. « Voici l'aigle que l'empereur nous a donné. Rapporte-lui en signe de notre dernier acte de loyauté. » Et, mesdames, messieurs, nous avons écouté monsieur de Talleyrand, que ta duplicité doit t'incommoder aujourd'hui. Toi qui as servi l'empereur. Ah, si des hommes sont morts, monsieur de Talleyrand, en ayant crié « Vive l'empereur », n'ont-ils pas mené le même combat que vous? Et s'ils ont mené le même combat que vous, monsieur de Talleyrand, quel est le sens de ton témoignage aujourd'hui? Ton forfait m'apparaît comme une basse trahison. Cet homme, mesdames, messieurs, Napoléon Bonaparte, je l'ai connu dans les batailles, mais aussi dans l'intimité. Il a été doux, tendre, presque paternel. Lors de la naissance de mon premier fils, je me souviens, je m'étais empressé d'aller lui dire, il me regardait, il me souriait. Il me souriait, ce qui était extrêmement rare chez lui. Et il a dit « Roustam, tu peux mourir tranquillement. J'ai un nouveau mamelouk en réserve. » Lorsque je me suis marié aussi, c'est lui qui régla mes frais de noces. Il voulait que la fête soit belle, que la fidélité soit érigée en vertu. Et lorsque, pendant 2 longues années, je ne fus pas payé, moi je ne disais rien. Par pudeur, par honte, par fidélité et par admiration. C'est lui qui, en l'apprenant, entra dans une colère glaciale. Je me souviens exactement de ses paroles. « Pourquoi Roustam n'est-il pas sur les états de ma maison? Je suis entouré de Français qui me servent par intérêt. Voilà un homme qui m'est bien attaché, » s'exclama-t-il. Il fit verser ce qui m'était dû et m'accorda une rente. Cet homme réparait toujours quand il savait. Il avait l'injustice en horreur. Mesdames, messieurs, je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais vu un homme aussi fort et aussi seul. Entouré de rois, de maréchaux, de flatteries, il ne trouvait que la paix dans la fureur, l'action, la violence, et parfois dans quelques silences. Mais, à l'aune du procès qui lui est fait par ses anciens alliés et ses nouveaux ennemis, j'aimerais témoigner du traitement que réservent les royalistes, non pas aux bonapartistes, mais aux personnes ayant servi Napoléon, dont les Mamelouks, qui, il y a quelques semaines de cela, se sont fait exécuter par centaines à Marseille en guise de répression. Les Mamelouks, voyez-vous, sont extrêmement semblables aux grandes figures de l'Empire, cet Empire, que j'ai toujours perçu comme un modèle d'indifférenciation et de mérite. Là où votre seul moyen d'accès au pouvoir, celui que vous occupez actuellement, cher membre de la Chambre des Pairs, est le sang reçu, l'Empire, lui, valorisait le sang versé. Chère Chambre des Pairs, représentant de la royauté, telle est la signature de votre différence avec l'empereur. Vous qui n'avez comme seule religion l'hérédité, l'essentialisme et le suprême. M'auriez-vous, à moi, esclave d'une quinzaine d'années, accordé une place significative au sein de votre royaume? Auriez-vous accordé à Ney, Joachim Murat, Jean Lannes, fils d'aubergiste et de cultivateur, la plus haute dignité militaire qu'il existe, celle de maréchal de France? Non. Non, vous ne m'auriez rien donné. Ni sabre, ni selle, ni nom. Je serais resté un ornement, un silence, une silhouette. Mais lui, l'empereur, il m'a vu, il m'a regardé. Il ne m'a pas regardé comme un énième oriental, ni comme un esclave, mais comme un homme. Et ça, voyez-vous, dans un monde de caste et de privilèges, c'est une révolution en soi. Car l'Empire, monsieur de Chateaubriand, tel que je l'ai connu, ce n'est pas un simple régime, comme vous vous êtes exclamé. C'était une idée puissante, claire, dangereuse peut-être, mais immense. L'idée qu'un fils de personne pouvait devenir quelqu'un, que le mérite et le courage pouvaient égaler les titres, que l'intelligence, l'audace, la fidélité pouvaient ouvrir les portes les plus hautes, qu'on vienne de Tiflis, d'Ajaccio, de Saint-Denis ou de Cahors. On pouvait servir, on pouvait s'élever.
Mesdames, Messieurs, j'ai davantage côtoyé les armées napoléoniennes que je n'ai connu mes parents. Et regardez-les, ces armées napoléoniennes. Écoutez-les. Elles parlaient toutes les langues. Les tambours battaient pour les Italiens, les Polonais, les Hollandais, les Égyptiens. Et moi, fils d'un peuple lointain, oublié, capturé et vendu, j'ai eu une place, une vraie place. Une place historique. Parce que, sous l'Empire, mesdames, messieurs, le seul critère, c'était le mérite. Peut-être parfois le destin. Mais jamais le sang reçu, toujours le sang versé. Et c'est là peut-être votre problème, chers membres de la Chambre des Pairs, dans le jugement que vous allez prononcer. C'est que vous ne pouvez pas lui pardonner. À lui, à nous, à ceux qu'il a élevés, à ceux qu'il a cru dignes. Vous héritiez. Nous risquions. Merci, Monsieur Raza. J'appelle le dernier témoin de ce procès, Madame Lucia Sanchez. Pas de chance pour vous, vous allez également me donner nom, prénom, âge, qualité. Lucia Sanchez, 26 ans, veuve de Carlos Sanchez, mort durant la campagne d'Espagne. Il n'a pas frappé à la porte. À vrai dire, il se croyait chez lui. Il empestait tellement l'eau de vie que ça m'en donnait la migraine. Ses mains, rêches et crasseuses, ont agrippé mes cuisses. Puis il m'a plaqué contre le mur, a soulevé ma jupe et m'a chuchoté d'une voix rauque quelque chose en français, mais je n'arrive plus à m'en rappeler. Je n'ai pas hurlé. Je ne me suis pas débattue. J'ai seulement prié Dieu pour que cela ne soit pas trop douloureux. Mais il n'a pas réussi à s'introduire en moi immédiatement. J'ai entendu mon mari crier et pousser le français, puis un coup de feu. Et en une seconde, mon époux était à terre. Il gisait dans une mare de sang. J'ai hurlé, mais il a étouffé mon cri. Il m'a empalé sur son sexe. Car oui, l'odeur du sang ne l'a pas perturbé. Alors il a repris où il en était resté. Madame la chancelière de France, cher père, contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire, non, je ne suis pas un cas isolé. Non, ces monstres ne sont pas des pauvres brebis galeuses. Ils étaient tous comme ça, les soldats français. Ils nous traquaient, nous les Espagnols. Ils prétendaient être venus pour nous libérer de notre pensée d'arriérés, alors que c'étaient eux, les mâles les plus primitifs. Ils se pensaient supérieurs aux lois de Dieu, comme leur empereur. Mais en réalité, ils n'étaient que ces minables sous-fifres, son bras armé, exécutant ses ordres les plus laids. Démembrement, justice sommaire, peloton d'exécution. Dites-moi, où sont respectés les grands principes des Lumières? Alors oui, ils aimaient nous abattre, mais ce qui les faisait jouir, c'était exposer nos restes, ceinturer nos villes de nos macabées et cracher sur nos corps. Nous priver de sépulture, c'était nous condamner à l'errance éternelle.
nous voler jusqu'au droit de reposer en paix. Ne vous faites pas avoir par ses belles paroles et son soi-disant idéal. Nos patriotes étaient réduits au rang de brigands, exécutés publiquement, pour étouffer toute résistance. En quoi laisser pourrir vos prisonniers à la vue de tous fait-il foi d'humanité? Voilà la justice napoléonienne. Et après, il ose nous traiter de barbares. Il ose faire de l'Espagne un enfer peuplé d'hérétiques à éradiquer. Mais c'est lui qui serait bon à éradiquer, lui et ses rats. Espèce française pullulente, il a infesté notre politique pour ronger nos libertés. Mais alors, quelle liberté est-il venu nous donner? Quelle liberté pousse ses citoyens à la fuite? Quelle liberté pend ses enfants, viole ses mères et saigne ses maris? Mesdames et messieurs les pères, ne voyez-vous donc pas sa sournoiserie? Tendez votre main, ou je vous prendrai votre tête. Aimez mes soldats, car ils vous prendront dans tous les cas. Car oui, se cacher n'était plus suffisant. Vous pensez peut-être qu'il suffisait de ne pas marcher seul le soir, mais non. Non, parce que ces soldats n'hésitaient pas à rentrer dans nos maisons, dans nos églises, pour nous souiller à la chaîne devant Dieu. Aucune femme n'était épargnée. Les pucelles de 15 ans comme nos aînés de 65 ans. J'en venais à m'enlaidir pour espérer échapper à leurs griffes. Mais certaines ne pouvaient s'y résoudre. Alors elles faisaient affront au Seigneur en précipitant leur mort, plutôt que de voir leur chair profanée. Cette image me hante. Une jeune fille refusant de fuir, préférant brûler vive dans sa maison, plutôt que de devenir la chose des soldats. D'autres, pendant les sacs, se jeter là où elles le pouvaient. Des remparts, des puits, des citernes, pour échapper à l'horreur. Et parfois, je me dis qu'il aurait été plus facile de les suivre et de sauter aussi. Merci, Madame Sanchez. J'appelle maintenant l'accusé de ce procès, Monsieur Napoléon Bonaparte. Devant vous, dans ce simulacre de procès, il ne me reste plus qu'à défendre la réputation que l'histoire me prépare. Elle dira qu'un homme pour qui tout un peuple s'est dévoué ne devait pas être si dépourvu de mérite que ses contemporains le prétendent. Je prends à témoin ici le peuple de France et l'histoire. Ce sont mes deux seuls juges, c'est à eux seuls que je m'adresse. Pendant 20 ans, j'ai donné à la France les heures les plus glorieuses de son histoire. Et je ne résiste pas à la tentation de vous rafraîchir la mémoire, vous qui prétendez me juger ici. Au commencement d'avril 1796, dans les Alpes italiennes, dénués de tout, mes soldats ont suppléé à tout.
Ils ont gagné des batailles sans canon, passé des rivières sans pont, bivouaqué sans eau de vie et souvent sans pain. Tous brûlés de porter au loin la gloire du peuple français. Tous voulaient dicter une paix glorieuse. Tous voulaient, en rentrant dans leur village, pouvoir dire avec fierté « J'étais de l'armée conquérante d'Italie ». Je me souviens de l'expédition d'Égypte qui a donné une grande idée de la France et surpris l'Europe par sa hardiesse. Elle a marqué le XVIIIe siècle finissant par d'incalculables effets sur la civilisation et le commerce du monde. De retour d'Égypte, la fortune m'a porté à la tête de l'État. J'ai été appelé à préparer le sort de la France et peut-être celui du monde. Mais j'ai trouvé une France que la République avait conduit à 2 doigts de sa perte. Nous nous étions laissés battre. Les Autrichiens avaient reconquis l'Italie et détruit mon ouvrage. Il me fallut donc faire la guerre, encore. Il fallait que je m'avance vers les Alpes une seconde fois. Dans aucun temps de ma vie, je n'ai éprouvé de sentiment pareil à celui que j'ai senti en pénétrant dans les gorges des Alpes. Les échos retentissaient des cris de l'armée. Ils m'annonçaient une victoire incertaine, mais probable. J'allais revoir l'Italie, théâtre de mes premières armes. Mes canons gravissaient lentement ces rochers. Mes grenadiers ont atteint enfin la cime du Saint-Bernard. Ils ont jeté en l'air leurs chapeaux, garnis de plumets rouges, en jetant des cris de joie. Les Alpes étaient franchies. L'Italie entière m'a été restituée. Ce jour a été le plus beau de ma vie, parce qu'il était l'un des plus beaux pour la France. J'ai considéré alors que ma tâche devait être de terminer la Révolution, en lui donnant un caractère légal. Et c'est cela peut-être qui vous a le plus fait trembler. Mais, vous le savez bien, la Révolution est le fruit du siècle et des opinions. Tout ce qui retarde sa marche ne sert qu'à prolonger la crise. Le principe de la Révolution était l'extinction des castes, c'est-à-dire l'égalité. Les institutions de l'Empire garantissaient l'égalité. La démocratie y existait, de fait et de droit. La liberté seule y avait été restreinte, parce que la liberté ne vaut rien pour les temps de crise. Mais la liberté, vous le savez si bien, n'est à l'usage que de la classe éclairée de la nation. L'égalité, elle, sert à tout le monde. C'est pourquoi mon pouvoir est resté populaire, même dans les revers qui ont écrasé la France. Je vous le dis, peu d'hommes ont fait autant de choses que j'en ai fait alors, en si peu de temps. L'histoire dira un jour ce qu'était la France à mon avènement et ce qu'elle était quand elle a donné la loi à l'Europe. Mais les anciennes dynasties dont vous êtes les complices étaient effrayées de me voir sur le trône, car je ne régnais qu'en vertu d'un système qui détruisait l'autel que le temps leur avait élevé. La bataille contre ces dynasties devait être rude. Les Autrichiens ont rassemblé toutes leurs forces et les Russes se sont décidés à y réunir les leurs. Eh bien, après avoir renversé l'Empire d'Autriche à Austerlitz, je me suis avancé au cœur de l'hiver, vers les pays du Nord. Le climat n'inspirait aucune défiance aux soldats. Leur moral était excellent. Et j'ai rencontré l'ennemi à Eylau. C'est au cours de cette bataille difficile, qui s'est ouverte sur une tempête de neige, que la France a offert au monde la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. La perte de l'ennemi était énorme, mais la mienne n'était que trop considérable. Si les Russes nous avaient attaqués le lendemain, nous aurions été battus. Il me donnait le temps de les attaquer à Friedland. La victoire y fut moins douteuse. Alexandre s'était vaillamment défendu. Il me proposa la paix. Après avoir redessiné les frontières du continent, il fallait consolider mon ouvrage, en donnant à la France des institutions conformes au nouvel ordre social qu'elle avait adopté. Il fallait créer mon siècle pour moi, comme je l'avais été pour lui. Il fallait être législateur,
après avoir été guerrier. J'ai fait des lois, dont l'action était immense, mais uniforme. Elles avaient pour principe le maintien de l'égalité. J'ai arrêté les dilapidations publiques. J'ai substitué au système des emprunts qu'avait perdu la France, celui des impôts qui l'a corroboré. J'ai organisé la conscription, qui est une loi rigoureuse, mais grande, et seule digne d'un peuple qui chérit sa gloire et sa liberté. J'ai ouvert des nouvelles communications au commerce, j'ai ajouté des grands monuments à ceux que la France possédait. Ils servent encore de témoins à sa gloire. Mais malgré cet édifice immense, malgré le chef-d'œuvre d'Austerlitz, malgré la bravoure des cavaliers de Murat, à Eylau, il y eut la Moskova, puis Leipzig. L'aigle a cessé de planer sur le continent. Les armées ennemies m'ont renversé. Les alliés sont maîtres du monde. Je ne retiens qu'une chose. Pendant 20 ans, j'ai trouvé les soldats français constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Dans ces derniers temps, comme dans ceux de notre prospérité, ils n'ont cessé d'être des modèles de bravoure et de fidélité. Je veux leur rendre hommage. Désormais, nul doute que le retour des Bourbons est un bonheur pour la France. Il la sauve de l'anarchie et lui promet le repos parce qu'il lui assure la paix avec les Alliés. Mais vous tous ici connaissez le secret de notre siècle. Vous savez que la majorité de la France a voulu la Révolution. Vous savez que la majorité finit par faire la loi. Rien n'arrête la marche du siècle. Je ne fis que la suivre en bâtissant cet empire sur ses débris. L'esprit de la Révolution ne cessera jamais de souffler et il emportera tout ce qui lui résiste. Bien. L'accusé s'est exprimé. Il est maintenant temps de laisser la place au plaideur. J'appelle d'abord Monsieur le procureur du roi. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Mais l'accusé n'est pas assez grand pour mourir sur l'échafaud du roi. Sur cet échafaud de bois qui a vu couler le sang du royaume de Dieu sur terre et qui a vu rouler une tête, puis une autre, puis une autre, puis une autre encore. Et tout cela devant cet homme qui était là, tout le temps, tantôt hurlant, tantôt murmurant, dictant la mort avec la facilité du fou qui s'est pris pour Dieu. Devant cet usurpateur dont la main ne guérit pas, dont la voix ne cajole pas, ce fils de rien qui s'est voulu perdre un empire et qui s'est élevé par l'ambition la plus crasse, qui écrase, qui brûle, qui tranche, et qui laisse le royaume de France parcouru de ses regards d'enfants perdus, ses regards bleus, vides, ayant déjà trop vu et ne cherchant plus rien. La France est déjà veuve, non de lui mais de l'idée qu'elle s'en faisait. Nul besoin d'un mort de plus. Elle ne veut rien de lui. Elle n'attend rien de lui. Seulement qu'il parte, loin, très loin, qu'il meure sans qu'on l'entende gémir. Alors pour elle, vous le condamnerez à l'exil. L'accusé comparaît devant vous pour atteinte à la sûreté de l'État et pour crime de haute trahison. Le premier chef d'accusation est constitué par les guerres d'agression, tant celles qu'il a gagnées que celles qu'il a perdues. Car des victoires, il y en eut, mais à quel prix? Voilà un homme qui a créé la Légion, mais à qui il manque l'honneur,
La Russie était défaite à Friedland, mais il a ordonné à ses soldats de continuer les fusillades et les viols. L'Autriche était vaincue et il arrache à Venise, l'Istrie, la Dalmatie et le Tyrol. La Prusse s'était inclinée, mais les cadavres d'enfants servaient de murets aux hussards. À Iéna, à Austerlitz, à Wagram, la grande armée a triomphé, certes. Mais les morts gouvernant les vivants, voilà que les ennemis, non pas de la France, mais de Bonaparte, s'unissent. L'Europe attaquée devient menaçante, la France puissante devient inquiète, et cette grande armée, dont le nom seul semble compenser un je ne sais quoi d'impuissance, commence à perdre. D'abord en Russie, car Bonaparte, génie militaire, semblait avoir omis un détail. Là-bas, il fait froid. Et plutôt que d'être battu par les hommes, il a été par le feu et la neige. Les soldats collaient leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre, pleuvaient boulets, mitrailles, obus, mêlés aux flocons blancs. Toute une armée dans la nuit, surprise d'être tremblante, se perdait. Il s'endormait 10 000, il se réveillait 100. L'armée amputée de 300 000 hommes rentre en France et les désastres s'enchaînent au sein des pays humiliés. Les troupes françaises sont chassées de Hollande. Le royaume d'Italie s'effondre. L'Angleterre, la Prusse, l'Autriche et la Russie s'allient. Pour priver l'aigle de ses ailes, il livre bataille à Waterloo, qui fut sa plus grande et dernière défaite militaire. Et quand il perd, il se défausse. Il justifie cette immense débâcle par une crise d'hémorroïdes. Et pour la France, 1815 devient alors l'annus horribilis de son siècle. Elle perd ses territoires conquis, et son peuple se rend alors compte que la famine, causée par les guerres trop chères, que le million de soldats morts, que ces garçons de 10 ans, arrachés à leur enfance pour former des bataillons car il fallait recruter la gloire, disait-on, dans les berceaux, et qui étaient envoyés en première ligne comme chair à canon, que tout cela avait été vain, qu'ils n'ont été que corps et âme perdus, et qu'ils n'ont servi qu'à une chose, une seule chose, satisfaire son besoin de lumière. Ce reflet par le sang, ce culte de lui-même non comme un homme, mais comme une puissance, cette création de toutes pièces, fausse, mensongère, cette exagération de peintre que la toile elle-même ne pouvait plus supporter. Et quand la toile le rejette, il ruse et écrase encore. Et on arrive au crime de honte trahison. Les 100 jours. Après ses premières défaites avant la bataille de Waterloo, Bonaparte abdique. Il signe le traité de Fontainebleau, récupère l'île d'Elbe et Louis XVIII revient au pouvoir. La France revient alors entre les mains de son souverain légitime. L'usurpateur s'en va en jurant de ne pas revenir. Et pourtant, peut-être aurions-nous dû nous en douter, il revient, trouve écho après des félons et renverse la monarchie, alors que la France avait besoin d'un roi. Alors que la France avait besoin de Dieu, il se présente de nouveau comme incarnant les deux. Il avait déjà trahi tant la monarchie que la Révolution en 1799 en empêchant l'une de revenir au trône et l'autre en l'arrachant du pouvoir. C'était le 18 Brumaire, c'était son premier vol, sa première fêlure. Il s'est accaparé à cette date d'un peuple baignant dans le sang, laissé par la terreur et le directoire, l'attrape par le cou et le noie dans une terreur peut-être plus grave encore, cette fois héréditaire, créée sur la poussière et maintenue par le plomb. Il avait trahi bien avant encore, en 1793, lorsqu'il a échoué à faire de la Corse sa principauté et qu'il a rejoint les régicides en jurant d'être français, en disant qu'il n'aimait que la France, qu'il ne voulait que la France. Même les Corses l'ont trouvé trop dangereux pour eux. La traîtrise, encore, toujours, comme mantra, comme méthode, pour asservir un peuple, surtout. Car le deuxième crime de haute trahison, le plus violent peut-être, pire encore que la mort des hommes ou de Dieu, est constitué par la suppression des libertés. Et s'il y a bien une chose à laquelle le royaume est attaché, c'est de parler, d'écrire, de peindre, de penser, de composer, de jouer. Peut-être est-ce là même sa raison d'être aux yeux du ciel, créé pour les autres, rêver et aimer un peu. Un destin pour ce peuple fait pour être le soldat ni d'un roi, ni d'un général, mais d'une idée.
Mais Bonaparte, hérétique encore, a bâillonné la France, suspendu la pensée, supprimé la presse, réduit la tribune au silence, en supprimant les journaux indépendants, en surveillant les correspondances, en censurant les publications, en dissolvant les corps intermédiaires et en substituant à la délibération des représentants du peuple la volonté d'un seul, lui-même. Le roi, par sa constitution, a tordu le cou à la concentration des pouvoirs législatifs et exécutifs pour redonner au peuple de France ceux dont le geôlier l'a privé. Ce geôlier même qui prend pour blason l'aigle et pour un signe l'abeille. Il serait presque touchant, cet homme, qui mourrait pour un peu de gloire, pour s'élever, pour briller. Ce désir de l'étranger, de vouloir au moins un peu, par le glaive, par tout ce qu'il a, son ambition, être éclairé sous la lumière de France. Mais en France, il pleut. Il ne brille plus. Car il a laissé ce royaume parcouru de ses regards d'enfants perdus, ces regards bleus, vides, qui ne portent ni sur lui, ni sur un autre. Ces regards tremblants, qui ne cherchent plus rien. On leur a présenté un génie, on leur a chanté ses louanges, et ils fermaient les yeux quand ils ne voyaient pas leur père rentrer. Ils fermaient les yeux pour ne pas se voir maigrir. Ils fermaient les yeux pour se dérober du monde et pour être sûrs qu'ils n'avaient bien rien d'autre à penser. Fermer les yeux, encore, toujours, mépriser les génies et les autres, n'attendre rien de l'homme et du siècle des Lumières, car trahis par un Dieu, ils n'en souhaiteront aucun autre. Alors, plutôt que la mort de Bonaparte, qui en ferait un martyr, je vous demande l'exil. Merci, monsieur le procureur. Pour lui répondre et pour clôturer ce procès, j'appelle l'avocat de Bonaparte. C'est fini. Napoléon, vous êtes seul. Nous sommes seuls, vous et moi. Mesdames et messieurs les pairs, l'homme que vous jugez aujourd'hui ne m'a pas demandé de le défendre. Il ne veut pas qu'on le condamne, certes, mais il ne veut pas non plus qu'on lui pardonne, parce qu'il n'a rien à se faire pardonner. Si je suis debout devant vous malgré lui, c'est que j'ai toujours préféré les vérités ignorées au silence complice. C'est qu'aussi grand qu'il fut, vous le faites aujourd'hui tout petit en le traînant entravé par devant vous. Lorsqu'il est entré tout à l'heure, même l'air s'est tu. Et quand il eut fini de parler, le lieu est resté comme imprégné de sa parole. L'homme à qui Sa Majesté le roi Louis XVIII, par le truchement de son procureur, reproche par 2 fois d'avoir attenté à la sûreté de l'État en prenant le pouvoir, le prétendu coup d'État du 18 Brumaire et celui des 100 jours. Pour juger le 18 Brumaire, d'abord, il faut remonter en 1793, là où l'esprit des Lumières a été trahi par l'odeur du sang et les cris de la foule acclamant au pied de l'échafaud. Une clameur sans visage. Une époque cruelle où la nuit était plus sûre que le jour. Un temps où la liberté, ivre de ses propres serments, égorgeait ses enfants au nom de leur salut. Et c'est la terreur qu'il fallait laisser perdurer jusqu'à Lally ? C'est la terreur ou bien c'est le directoire de 1795, peuplé de corrompus incapables ? 5 hommes pour un trône vide. Ce n'était pas un gouvernement, c'était une conjuration permanente contre la chute. Chacun tirait la corde, mais personne n'avait le courage de porter le fardeau. Ils gouvernaient en spéculant, en banquettant, pendant que la France, elle, vendait ses meubles et comptait ses morts. 5 têtes, aucun cap. Cette foire aux privilèges, cette coterie de vieillards inertes, des stratèges de salon qui, comme Seyès, faisaient transporter chez eux des commodes pleines d'or,
pendant que le peuple manquait de pain et l'armée de soldes. Le Directoire, c'est la France sans échine. Il était aisé pour quiconque de voir que cette singerie touchait à sa fin, qu'il fallait mettre à sa place une autorité imposante pour sauver l'État. Et qu'y a-t-il de véritablement imposant si ce n'est la gloire militaire? Le Directoire ne pouvait être remplacé que par Napoléon ou par l'anarchie. Fallait-il qu'il sollicite la permission des factions, qu'il demande au bourreau de l'an 2 s'il pouvait remettre de l'ordre, aux financiers du Directoire s'ils pouvaient fermer leurs caisses pour ouvrir des écoles? Napoléon est entré dans l'histoire comme l'on entre dans un incendie. Les bras nus, le regard fixe, avec une détermination imputrescible. Il a traversé les cendres d'un trône, le sang d'une terreur, le tumulte des clubs et la lâcheté des parlements. Parce qu'on ne bouscule pas, parce qu'on ne sauve pas une nation sans en bousculer les fossoyeurs. Le 18 Brumaire n'était pas un coup d'État, c'était un sauvetage. Et pour son retour de l'île d'Elbe, le second coup d'État qu'on lui reproche, annonciateur des 100 jours, Napoléon n'a fait que reprendre le pouvoir qu'il avait été contraint de laisser pour des raisons militaires. Pouvoir que le peuple avait confirmé par plébiscite. Votre amertume, c'est que jamais aucun monarque n'a eu autant d'admiration que lui. Son pouvoir était légitime, comme consul, comme empereur. Les 100 jours sont une continuation, pas une révolution impériale. Et que répondez-vous à l'armée qui, partout où il est passé, s'est soumise à ses ordres? Ces hommes qui connaissent mieux que quiconque son mérite et son génie. Ces hommes de toutes les campagnes dont Roustarazam vous a parlé tout à l'heure. Et les guerres que vous lui reprochez. À qui voulez-vous faire croire que Napoléon a hérité d'un pays en paix? Cessez, monsieur le procureur du roi, de vous faire l'écho fredonnant du perfide congrès de Vienne. La France révolutionnaire n'était-elle point en guerre contre la plupart des monarchies européennes? La première coalition ne s'est-elle pas formée contre nous, avec, à nos trousses, le Saint-Empire, la Prusse, la Grande-Bretagne, Naples, Venise, la Sardaigne, les Russes, le royaume d'Espagne? Et que fait Napoléon lorsqu'il arrive au pouvoir? En 1801, c'est la paix de Lunéville avec l'Autriche. L'année suivante, c'est la paix d'Amiens avec l'Angleterre. Et que fallait-il faire lorsque ce royaume perfide revenait sur sa parole l'année suivante, initiant la 3e coalition? L'Angleterre a versé des monceaux d'or sur toute l'Europe pour qu'elle s'arme contre lui. Ce n'est pas la France qui fut belliqueuse, c'est Londres qui fut infatigable dans la haine. Certes, le Directoire était en paix avec la Prusse et l'Espagne, mais l'Autriche, soldée par l'Angleterre, fortifiait son état militaire et nous tenait tête sur le Rhin. Il était évident que nous devions faire diversion en Italie pour ébranler l'Autriche et donner une leçon au petit prince qui s'était ligué contre nous. Alors, bien sûr, qu'une guerre peut être préventive et légitime. Mais il n'est pas un homme qui, dans ce royaume, connaît mieux que lui le prix de la vie d'un soldat. Car il les a vus tomber, un à un, 1000 par 1000. Il les a vus mourir dans la neige, dans la boue, dans le sable, dans l'oubli. Il les a appelés par leur nom, par leur grade, par leur regard. Il les a veillés au bivouac. Il les a enterrés d'un mot, d'un geste, d'un silence. Il a vu la raideur de leurs mains crispées sur la baïonnette brisée et leurs lèvres gercées murmurant encore « Vive l'empereur !» Alors non, ce n'est pas un buveur de sang.
Ce n'est pas un faiseur de veuves, Madame Sanchez. Ce n'est pas un joueur d'échecs qui déplace des pions comme d'autres joueraient sur un échiquier. Il sait, il sent, il compte, non pas en chiffres, mais en hommes. Chaque croix sur un champ, chaque trou dans une ligne, chaque tambour qui se tait, il les porte juste là, à côté de ses médailles. Austerlitz n'est pas un caprice, c'est un siège. Wagram n'est pas un rêve de conquête, c'est un sursaut. Iéna n'est pas une folie, c'est une réponse. Que devait-il faire? Attendre? Se croiser les bras pendant que les baïonnettes encerclaient la France? Aucun roi, aucun général, aucun homme d'État n'aurait fait autrement que lui. Et au nom des soldats morts lors des campagnes, vous devriez avoir honte de suggérer que leur sacrifice fut vain. Il a combattu dehors et il a tenu dedans. Et tenir, oui, parfois, c'est restreindre. Et on lui reproche la réduction des libertés publiques. Mais la liberté n'est pas un miracle tombé du ciel. Ce n'est pas un oiseau qui vole au-dessus des ruines. La liberté, mesdames et messieurs les pères, est une fleur fragile qui pousse dans le calme et fane dans le tumulte. Monsieur de Chateaubriand, il est d'une naïveté révolutionnaire que croire la liberté intemporelle et absolue. Quand on est assailli par toute l'Europe, la liberté de chacun, c'est la perte de tous. Alors oui, il a contenu la presse. Oui, il a surveillé les mots parce qu'il avait appris dans le champ et dans l'exil que la liberté, lorsqu'elle n'est pas guidée, devient folie. Non, Napoléon n'est pas un despote. L'égalité devant la loi, la propriété privée, la liberté contractuelle, la responsabilité personnelle, les préfets, les lycées, la Banque de France, la Cour des comptes, la primauté de la loi sur la naissance ou sur le statut social. Dites-moi si c'est cela du despotisme. Dites-moi quel tyran aurait créé le Conseil d'État, organe de rationalisation du pouvoir. Un despote ne codifie pas la loi, il l'efface. Il ne forme pas des juristes, il les fait taire. Il ne construit pas une administration, il lui fait peur. De ses mains, Napoléon a bâti un empire comme d'autres auraient bâti une cathédrale. Il ne manquait finalement que vous, Talleyrand. Vous qui avez été fidèle parmi les fidèles, puis lâche parmi les lâches. Je vous souhaite de devenir le traître le plus célèbre de l'histoire. Vous avez aidé Napoléon à renverser un directoire à bout de souffle. Vous avez été son ministre, mais vous êtes un homme d'antichambre, un homme de messe basse et de conciliabule. Puisque vous avez ensuite soufflé sa défiance à l'oreille du tsar, avant d'accueillir avidement la chute de celui qui autrefois fut votre allié, et de finir par vous faire son procureur au congrès de Vienne, misérable inconstant que vous êtes. Monsieur le procureur du roi, vous avez requis l'exil. Mais il n'est pas un homme dans ce royaume qui connaît mieux l'exil que lui. Il a connu l'exil d'Ajaccio, cette terre qu'il a tant aimée, l'exil du collège d'Autun et de l'école militaire de Brienne, l'exil d'un accent et des moqueries qui l'accompagnent, l'exil d'un nom, dit Buonaparte, et d'un teint un peu plus foncé que les autres. L'exil ne lui fait pas peur. Ceux qui craignent d'être seuls sont ceux que leur conscience dérange. C'est fini, Napoléon. Vous êtes seul. Après ça, après ce jour, on ne vous jugera plus. On vous racontera. Vous avez dit tout à l'heure, l'histoire vous regarde. Je ne suis pas d'accord. L'histoire détourne le regard de cette salle d'audience.
Parce qu'il est des gens comme vous, monsieur le procureur de roi, des gens qui habitaient la France. Et il est des gens comme lui, que la France habite. Ce n'est pas un homme que vous jugez. C'est un siècle. Et un siècle, mesdames et messieurs les pairs, cela ne vient pas s'expliquer à la barre d'une salle d'audience. Un siècle, cela ne s'excuse pas. Cela ne demande pas pardon. Un siècle, cela n'embarque pas sur un bateau pour finir exilé sur une île. Alors vous la quitterez. Merci, maître. Chers membres des pairs, le procès est presque clos. Il nous revient maintenant la lourde tâche de voter, mais avant, mes chers assesseurs vont, il me semble, devoir escorter 4 de nos plus émérites membres pour qu'ils se retirent délibérer quelques instants pour décider, d'une part, de leur côté de la condamnation ou de l'acquittement de Napoléon et accessoirement de la personne qui aura fait usage de la plus belle des rhétoriques. Quelques instants, c'est un peu juste. Le plus rapidement possible. Bien. On va procéder de la manière la plus simple possible. Ce sera un vote à main levée. Pour condamner une personne, cela suppose une majorité digne de ce nom, donc nous allons espérer que les choses ne soient pas si serrées que cela. Ma première question sera la suivante. On fonctionnera en 2 temps. D'une part, la culpabilité de l'accusé. D'autre part, la peine. Première question, Napoléon est-il ou non coupable de haute trahison? Ceux qui pensent que oui, lèvent la main. Intéressant. Les témoins ne peuvent malheureusement pas voter. Bien. Une deuxième question sur la peine est donc tout à fait inutile, puisqu'il me semble que la Chambre des pairs a, avec unanimité quasi totale, acquitté notre cher accusé ici présent. J'aimerais donc que nous applaudissions très brièvement le camp vainqueur et l'acquitté de ce soir. Vient mon moment préféré, celui où je suis censée, pendant que ces messieurs-dames délibèrent, vous occuper. Je n'ai aucun talent en la matière, absolument aucun. C'est pourquoi je vais demander votre contribution. On appelle ça la lâcheté. J'aimerais savoir si parmi vous, certaines personnes, c'est la tradition, souhaitent à leur tour prendre la parole pour ou contre Napoléon. Et là, je vais laisser planer 5 minutes de long silence, en espérant que l'un de vous ait pitié de ma personne. Et je prie très fort. Silence. Est-il prévu que les Anglais se saisissent de la personne du Sylvain empereur, Madame le chancelier de France? Écoutez, nous avons estimé que la France s'occupait de ses affaires et l'Angleterre des siennes. Il n'est donc pas prévu que les Anglais se mêlent de ce cher Napoléon. Après, qui suis-je pour le surveiller jour et nuit et s'assurer de sa sécurité?
Va-t-il retrouver ses pantoufles au palais des Tuileries? Il est ici question de savoir s'il a commis ou non une autre trahison. Il n'est pas question de lui redonner une place quelconque dans la merveilleuse monarchie qui est la nôtre aujourd'hui. Vu la question, Madame le Chancelier, il a été acquitté. Eh bien, maître, vive le roi quand même. Vous faites bien. Il a des oreilles partout, paraît-il. Oui. Une question, PC. Est-ce que Napoléon était citoyen français? Né en Corse? Né en Corse, bien sûr. Il était corse, certainement français également. Napoléon souhaite-t-il répondre en personne à cette question? Lâcheté de retour. Pour demander l'avis d'un professeur d'histoire du roi qui se trouverait dans l'auditoire. Parce que je ne saurais pas y répondre moi-même. Mais qu'est-ce qu'un an de la divination? Le Sylvain empereur et les Français, par la grâce d'un traité de cession entre la République de Gênes et le Royaume de France. Et il s'en est fallu quelques mois que l'empereur naquit génois. Nous nous contenterons de cette charmante réponse. L'occasion nous est peut-être donnée de remercier et de faire applaudir le professeur Nicolas Barambo qui a contribué à la justesse historique de ce procès. L'occasion est surtout venue de féliciter un à un les orateurs que je vais me permettre d'appeler cette fois-ci par leur vrai prénom. Je vais appeler d'abord et dans l'ordre de la prise de parole Grégoire Lauvergne. Blanche Simon Duneau. Malo Mazet. Raphaël Durali. Inès Roblin. Carlo Cotella. Notre Napoléon préféré, si vous voulez mon avis. Anouar Benazouz. Et enfin, Ilan Volson de Raveau. Toujours personne? Vous n'aurez pas d'autre occasion de briller devant un si bel auditoire. Madame la chancelière de France, chère chambre des pairs, aujourd'hui, ce procès est infondé, car un procès est par définition destiné à juger l'histoire d'un homme. Or, c'est un homme de l'histoire qui a été réduit en étranger aujourd'hui devant nous. Cet homme, par son dévouement, a bâti la France, l'a fait renaître et l'a fait prospérer. Alors que vive la France, vive l'Empire. Il a raison. Un contradicteur, peut-être? Nous n'étions pas bien nombreux à lever la main précédemment, donc je crains que le choix soit mince. Je ne dénoncerai pas ceux qui ont levé la main, mais je me souviens de qui ils sont. Je les invite donc à se manifester d'une manière ou d'une autre. Ah, je me contenterai de ce que le ciel m'offre. Bien évidemment, évidemment. Venez, venez. C'est ma cour, je vous y autorise. Je parle comme Talleyrand. Alors. Compliqué l'improvisation. Cet homme est l'honneur et la grandeur de la France. Il a déchiré de son sabre les monarchies européennes, toutes.
l'Autriche, la Prusse, mit fin au Saint-Empire romain germanique qui tenait l'Allemagne depuis 1000 ans. Il est notre honneur. Il est la France. Napoléon, malgré tout, quelques défauts, outre sa petite taille, il a peut-être frappé trop fort avec l'épée de la France. Il l'a brisée, certes. Il n'est pas allé assez loin. Il a échoué, excusez-moi, à civiliser l'Espagne, il faut le dire. Il a pas réussi tout à fait la conquête de la Russie. Moscou a brûlé, le tsar a été le plus vicieux, mais qu'aurait été la campagne de Russie sans ce Judas de Talleyrand, qui ne pense qu'à lui, dont trahir est un métier finalement, monsieur Talleyrand, qui ne pense qu'à son ambition personnelle. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Vive l'empereur et vive la France. T'as raison. À mort, Talleyrand. À mort. À mort, Talleyrand. Talleyrand, à l'échafaud. Toujours pas de personnes qui daignent accuser dans cette salle? Ah, vous êtes mon sauveur. Madame la chancelière, messieurs la veuve, les pères, un mot pour les oubliés de cette cérémonie. Un mot pour les capturés, ceux que la Révolution avait libérés, et ceux qui sont de nouveau emprisonnés. Ce soir, nous les avons honteusement oubliés. Alors, j'espère que l'histoire vous jugera de cet acte. Oui, je peux. Moi, oh là là. Vous accrochez pas. Attends, je vais me mettre là-bas. C'est bon? Non, Oh, Dieu. Merci beaucoup pour ce prompt retour qui nous fait plaisir et qui soulage ceux qui n'auront pas eu le courage ce soir, et je retiens leur visage, de prendre la parole. Je vous laisse donc peut-être annoncer, peut-être faire un retour d'une part général sur le procès, avant d'annoncer ensuite si vous acquittez ou condamnez Napoléon, si oui, à quelle peine, et enfin désigner le meilleur orateur de cette soirée. Napoléon d'abord. Oui, Napoléon d'abord, bien sûr. Oui, toujours Napoléon d'abord. La Cour, en ayant délibéré, après avoir entendu les arguments de l'accusation et les arguments de la défense, tout en ayant pris en compte les éléments à décharge importants apportés au débat et l'absence sans doute d'intention de Napoléon qui fut empereur, malgré cela, et étant donné l'échec complet de sa politique, décide de son exil. Après avoir hésité, assorti cet exil partiellement du sursis, dit qu'il sera donc exilé pendant 20 ans, donc 10 ans ferme. Ajoute, étant donné la lenteur des procès et le temps qu'il aura fallu pour arriver à celui-ci, qu'il semble plus sage d'assortir cette décision de l'exécution provisoire. Je ne suis pas prononcé sur ce sujet. Monsieur Maisonneuve n'ira pas plus. C'est le secret des délibérés. Secret des délibérés, tout à fait. Au-delà de ceci, la Cour a estimé que les orateurs étaient tous absolument remarquables, et ce n'est pas un mot. Nous avons tous été marqués tant par le côté construit des discours. Or, seule une plaidoirie ou une déposition construite peut apporter vraiment quelque chose au débat,
et peut permettre de changer d'opinion quand on écoute. Le fond de chacun des discours était net et réel. Chacun a été dans son rôle. Les uns vraiment en défense, les autres vraiment en accusation, se fondant sur des éléments historiques qui, en tout cas, à nos yeux, à nous ont paru tout à fait sérieux, pour la plupart, et nous ont beaucoup marqués, parce qu'il est difficile de construire ou une défense ou une accusation dans un procès de ce type, et parfois les orateurs sont trop loin, jouent trop. Or, vous avez tous réussi à la fois à nous emporter et à être suffisamment sérieux pour que, à travers chacune de vos interventions, nous ayons réellement envie soit de défendre Napoléon, soit de l'accuser. Nous n'avions pas de parti pris, à la différence des magistrats souvent, en arrivant devant votre tribunal. Et donc, c'était très intéressant. Oui, on trouve pas. Non, mais c'est bon. Et donc, nous avons vraiment été séduits par tous vos arguments et vos prises de parole. Ceci dit, après en avoir délibéré, dans le secret de notre délibéré, et après des discussions très serrées, de peu, nous avons considéré que le mamelouk, c'est-à-dire que je... Ça qui est l'homme des sons. C'est ça. C'est-à-dire... Monsieur Raphaël Durali. Monsieur Raphaël Durali était le vainqueur de cette soirée. Mais moi, je tiens à préciser qu'on a eu un vote très serré. Très serré, que vraiment ça s'est joué à un point. Il a bien fallu qu'on arbitre à un moment ou à un autre, mais je pense qu'il aurait pu y avoir... Si on avait pu faire un vote un peu plus large au niveau des lauréats, qu'on aurait pu tous les nommer, finalement, on l'aurait probablement fait. Sûrement. Il aurait été excellent. Voilà, bravo en tout cas. Alors moi, je voudrais ajouter quand même 2 ou 3 mots, parce que je trouve que l'exercice auquel on a assisté ce soir était rare par la qualité des interventions qui a été soulignée par mes collègues ce soir, mais d'abord par la richesse des registres qui sont les vôtres et qui puisent à la fois dans un sérieux et une certaine rigueur historique, à la fois dans une recherche qui vous flatte culturelle. Vous n'avez pas cédé à la facilité. J'attache toujours beaucoup d'importance au fait que les interventions ne soient pas des interventions qui soient des sketchs. Et je trouve que vous avez, ce soir, évité ce piège que l'on trouve très répandu dans les ligues oratoires, c'est d'arriver à faire un sketch avec des bons mots pour faire rire à tout prix ou provoquer une émotion qui est une émotion facile. Vous ne nous avez pas épargné l'effort de vous écouter et de trouver vos propos à la fois raisonnables, raisonnés, puissants, construits, enrichis, travaillés. Et pour tout ça, je dois vous dire que je suis très content que vous m'ayez fait le plaisir d'être là ce soir et de m'avoir invité, parce que j'ai trouvé dans vos interventions une source d'espoir sur un art oratoire qui, encore une fois, parfois, essaye de verser dans une facilité à laquelle vous n'avez pas cédé ce soir, et ce pourquoi vous devez toutes et tous être profondément félicités. Qu'est-ce qui a dicté notre choix? Quand je dis notre, c'est un choix qui est... c'est pas un pluriel de majesté, même si je suis à la place de Napoléon. C'est surtout la capacité d'habiter votre propos. Habiter la différence entre une plaidoirie, et après tout l'exercice de ce soir, c'était quand même à vos places respectives d'intervenir en tant que plaideur, c'est de véhiculer une conviction, c'est-à-dire de vouloir porter votre pensée, porter votre appréciation, porter votre posture jusque dans l'esprit de l'autre, c'est-à-dire faire cheminer vos mots jusqu'à l'esprit de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas un exercice narcissique, et un discours est parfois un exercice narcissique. Or,
Là, en l'occurrence, encore une fois, vous avez fait l'économie d'être dans cet exercice narcissique et de vous faire trop objectivement plaisir, mais vous avez plaidé pour nous et pour les gens qui étaient dans la salle. C'est-à-dire que vous avez charrié une conviction. Et de ce point de vue-là, on doit dire que vous avez tous réussi à emporter une certaine conviction, et après vous avoir entendu tour à tour, j'ai été convaincu tour à tour par chacun des intervenants de la justesse du propos qu'il véhiculait. Et pour ça encore, je pense que vous devez être félicité et vous devez être vivement encouragé. Et puis enfin, l'art oratoire, c'est aussi procurer du plaisir. C'est procurer du plaisir à ceux qui entendent. Et comme l'a dit le prince Murat avant notre intervention, la langue française a cette ressource de pouvoir dire des vérités sans sacrifier au plaisir de le dire de façon agréable. Et parfois, de le dire, même les vérités les plus crues, les plus dures. J'ai dans l'oreille l'intervention notamment de Lucia Sanchez qui s'est faite en des termes extrêmement violents et durs. Vous l'avez fait, madame, avec une forme de poésie et une forme de justesse dans le propos qui flatte encore. On a le droit de tout dire. Et mon vieux maître Georges Kiechmann me disait « Tout est possible au plus que parfait ». Et tout est possible à l'imparfait du subjonctif. Vous avez, dans la langue française, la capacité de tout dire. Ça ne tient qu'à vous. À partir du moment où vous avez la rigueur, à partir du moment où vous avez la justesse, à partir du moment où vous avez l'envie, si vous avez la ressource fantastique de cet outil qu'est la langue, alors tout vous est permis, les portes vous sont ouvertes et vous avez procuré le plaisir de la conviction par la justesse de vos propos. Encore une fois, je vous félicite pour vos interventions à toutes et à tous ce soir. Un énorme merci encore à vous quatre pour être venus, avoir écouté, avoir jugé. Maintenant, j'aimerais du coup qu'on prenne en compte ce qui vient d'être dit et qu'on emmène immédiatement Napoléon. Ouais, j'ai décidé. Votre vote ne compte pas. Me permettre, je pense que nous pouvons également applaudir chaleureusement Alexia Colin-Bonardo. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu, d'être resté. Ah oui, excusez-moi. Et l'injustice du peuple qui l'a quitté. Merci. Il peut rester. Merci madame, parce que j'étais très surpris. Merci vraiment beaucoup d'être venu, d'être resté, d'avoir écouté. N'hésitez pas à soutenir les associations qui ont organisé ce procès, Débattre en Sorbonne, Lysias Paris 1. Voilà, des procès fictifs, on en fait chaque année, on fait bien d'autres choses, des concours, des chocs oratoires. Revenez. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Merci.